Vous restez avec nous, Frédéric Mettezo, pour accueillir nos deux invités qu'on a déjà entendus en partie dans votre journal, Abdelali Hajat et Marwan Mohamed. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes co-auteurs de ce livre important, publié aux éditions La Découverte, Islamophobie, comment les élites françaises fabriquent le problème musulman. Nous avons à peu près 25 ou 30 minutes pour voir à quel point, et pourquoi je le qualifie d'important. Vous êtes l'un et l'autre des chercheurs. Abdelali Hajat, vous êtes sociologue, maître de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Ouest Nanterre, et Marwan Mohamed, vous êtes chargé de recherche au CNRS, au centre Maurice Halbach. Vous dirigez un séminaire de formation et de recherche sur les normes et déviances à l'EHESS. Et je précise tout de suite qu'il ne faut pas vous confondre avec quelqu'un qui a quasiment votre homonyme, qui s'appelle Marwan Mohamed et qui est le porte-parole du collectif CCIF. C'est ça. Tout à fait. Et pour vous interroger à nos côtés, nous avons proposé à une autre sociologue et anthropologue, Nassira Ghenif Soulamaf, qui est professeure à l'Université Paris 8, de venir lire votre livre et de venir vous poser toutes les questions qui lui semblent utiles de vous poser. Voilà qui est dit. Alors, première question à vous deux, bien sûr, puisque vous êtes les deux auteurs de ce livre. Vous dites, et c'est votre thèse, il n'y a pas de problème musulman en France. Le sous-titre est comment les élites françaises fabriquent le problème musulman entre guillemets. Donc il n'y a pas de problème musulman, celui-ci est construit notamment par les élites françaises dans des discours anti-musulmans. Vous dites en revanche, il y a un problème islamophobe. Il s'agit donc bien de montrer le hiatus entre un certain nombre de réalités et un certain nombre de discours. Abdelali Hajat. Notre perspective, c'est celle d'une sociologie des problèmes publics, c'est-à-dire que tout fait social n'est pas forcément construit en problème public, mais on s'intéresse à la manière dont ça devient un problème public. Donc du coup, la comparaison peut être faite, par exemple, sur la question de la construction du problème de l'immigration. Il y a des travaux comme ceux de Gérard Noiriel, Laurence, etc., qui ont montré comment, sous la Troisième République, ou plus récemment, dans les années 60-70, l'immigration est devenue un problème public devant faire l'objet d'une politique publique, notamment à travers l'idée de maîtrise des flux migratoires. Donc l'idée de contrôle des flux migratoires, aujourd'hui, c'est devenu une évidence pour l'ensemble quasiment du spectre poétique français. Donc on utilise le même appareil théorique pour pour s'intéresser à la question de l'islam en France, sachant qu'on essaye d'avoir une perspective dépassionnée, dire en gros qu'est-ce que les sciences sociales peuvent dire sur ce phénomène de l'islamophobie. Donc il nous a semblé que ce cadre théorique est le plus pertinent, et l'idée c'est qu'il y a des faits. Il y a des faits, il y a des pratiques religieuses, il peut y avoir des demandes religieuses, il peut y avoir une volonté de construire des cultes, un culte musulman en France, de manière, on va dire, installée. Et la question qu'on se pose, c'est comment se fait-il que des demandes des pratiques qui peuvent être considérées comme normales d'un point de vue sociologique, sont considérées comme problématiques. Et c'est en ce sens-là qu'il peut y avoir un décalage entre une réalité du fait musulman en France qui est multiple, qui est diverse, qui est en évolution, etc., et la construction d'une menace. Parce que l'enjeu de l'islamophobie, c'est que l'islam est construit de manière essentielle. On parle de l'islam. L'islam, de manière au-delà de la religion. Au-delà de la religion, il y a il y a une essentialisation. C'est ça. On parle de l'islam en tant que dogme religieux et des musulmans, comme si c'était la même chose, et que finalement, pour comprendre le comportement des musulmans en France, il faut aller chercher dans le Coran. Donc c'est le discours classique, oui, mais dans la sourate de tel verset, etc., il est dit que donc vous êtes contre l'égalité homme-femme, etc. Donc cette manière de poser les choses, elle est liée donc à ce phénomène d'essentialisation, mais on parle d'élite au pluriel. Parce que on s'intéresse essentiellement, mais c'est aussi parce que c'est l'état de la recherche, au discours public, à la manière dont les élites administratives, politiques, même intellectuelles, médiatiques, etc., ont pensé la question de l'islam en France, et on essaie de faire l'historique, en gros, des années 80 à nos jours, à la manière, notamment, pour ce qui concerne les enfants d'immigrés postcoloniaux, à la manière dont les élites ont perçu les pratiques religieuses des enfants d'immigrés postcoloniaux. Marwan Mohamed, peut-être un mot à ajouter. Oui, alors juste un petit complément pour que les auditeurs soient clairs dans leur esprit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'usages de l'islam qui peuvent être problématiques dans la société française. On l'a vu, il peut y avoir des usages violents de l'islam, il peut y avoir des usages agressifs de telle ou telle religion, de telle ou telle philosophie. Ça ne veut pas dire que cette partie
parle du tout. Ça ne veut pas dire que cette petite partie explique le tout, et ça ne veut pas dire que le tout est déterminé par l'activité de cette partie. Très classiquement, moi j'ai été frappé au moment où il y avait les militaires qui ont été assassinés, et puis les assassinats qu'il y a eu dans l'école juive de Toulouse. Avant qu'on connaisse l'identité de l'auteur de ces faits, il y avait une angoisse qu'on ressentait au sein des populations musulmanes, qui voulait dire pourvu que ce soit pas un arabe, pourvu que ce soit pas un musulman. C'est-à-dire que c'est pas pareil, hein, un arabe et un musulman. Oui, mais c'est des choses qu'on entend. Mais les deux étaient exprimés. Pourquoi est-ce que des populations aujourd'hui devraient se sentir complètement partie liée avec des faits qui sont commis par des personnes violentes, par des terroristes, par des assassins? Et quand il y a eu les faits, les assassinats de Breivik en Norvège, quand il a massacré je ne sais pas combien de dizaines de sociodémocrates, je n'ai pas entendu, et j'ai entendu très peu de personnes avoir peur de l'identité et de se sentir lié à l'identité, soit la couleur de peau, soit la religion revendiquée par Breivik, et tant mieux. Puisque vous le faites l'un et l'autre dans votre livre, et qu'il est important, je pense, pour que les auditeurs se fassent une idée précise, puisque vous le faites de définir le terme même, qui est un terme problématique, qui est un terme qui est rempli de confusion, puisque vous le faites aussi de montrer comment précisément les élites françaises fabriquent le problème musulman, que ça n'est pas seulement un sous-titre. J'aimerais, si vous le voulez bien, que vous preniez quelques exemples de cette fabrication de la part des élites. Alors vous prenez ce que vous voulez, les politiques, les médiatiques, les intellectuels, mais juste que vous nous donniez des exemples qui sont très précis dans votre livre, à moins que vous préfériez que je lise la page 13 par exemple, où vous le faites. Abdelali Hajjaj. Le moment inaugural de la construction du problème musulman lié à l'immigration en France, c'est vraiment le début des années 80, notamment les grèves ouvrières, donc Talbot-Poissy, Citroën-Aulnay-sous-Bois, où il y avait des revendications salariales classiques, qui portaient non seulement sur les licenciements, mais aussi sur les conditions de travail, etc. Et là, on a la construction d'un problème musulman quand le patronat, certains syndicats et le gouvernement socialiste va interpréter, analyser les grèves ouvrières à l'aune d'une réalité religieuse intégriste. Donc on va qualifier de grève intégriste des mobilisations qui sont des mobilisations syndicales. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des faits sur lesquels s'appuie ce type de construction. C'est le fait que à la fin des revendications, il y avait l'idée d'un lieu de culte dans l'usine. Donc c'est quelque chose qui était courant, qui posait pas de problème, puisque dès 76, à Renaud-Billancourt, il y avait un lieu de culte pour les musulmans. Donc c'est pas considéré comme un problème. Autre fait sur lequel s'appuie cette construction, c'est le fait que des syndicalistes parlent en arabe et mobilisent parfois un vocabulaire religieux. Donc par exemple, Inch'Allah, on va gagner. Etc. Et donc ce vocabulaire religieux qui est lié à la sociabilité de l'époque, il s'agissait essentiellement d'ouvriers marocains, n'était pas du tout un discours qui serait lié aux frères musulmans ou iraniens, etc. Mais c'est à partir de ces faits, qui sont tangibles, qu'on a transformé ces grèves en grève intégriste, en grève chiite. Sachant que la majorité de ces ouvriers étaient plutôt sunnites, mais bon, donc c'était Gaston Defferre à l'époque qui était ministre de l'Intérieur, Jean Roux qui était ministre du Travail, et puis Pierre Mauroy qui était Premier ministre, qui ont qualifié ce type de ces grèves comme intégristes, et les médias aussi. Donc on a vu apparaître des caricatures de chaînes d'usines avec des voitures voilées avec une burqa. Voilà ce qui se passe à Citroën-Aulnay, etc. Donc on pourrait multiplier les exemples comme ça de faits qui sont interprétés à l'aune d'un problème, à l'aune d'une menace. Autre exemple, c'est la fameuse commission Marsolon sur la nationalité de 1987, où donc on a un discours qui est fait sur l'islam en France, notamment celui des enfants d'immigrés. Et à l'époque, on considérait que il y avait entre guillemets 5% de pratique chez les musulmans et que cette pratique allait disparaître. Donc c'est le discours de Bruno Etienne à l'époque, qui était professeur de sciences politiques à Aix-en-Provence. Et 89, ça correspond à une affaire de voile de Creil, où c'est une remise en cause de cette croyance. Donc une religiosité musulmane qui persiste d'une génération à l'autre, c'est un phénomène sociologique classique lorsqu'on s'intéresse aux minorités.
Parce que vous regardez l'enquête Trajectoire et Origine de l'INED, vous constatez que d'une génération à l'autre, chez les juifs, même plus que chez les musulmans, on voit qu'il y a un ensemble de pratiques, mais c'est des croyances tout simplement, qui est plus forte, parce que c'est lié au phénomène minoritaire, c'est classique. Mais ce fait social, ce fait sociologique, est interprété comme un échec d'intégration. Il y a un problème à ce moment-là. Vous citez un certain nombre de chiffres sortis de l'étude de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, et l'on apprend que 8 fois sur 10, les actes qualifiés d'islamophobes ou anti-islam, si on veut pas épiloguer sur le mot, concernent des femmes qui portent le voile. Ça veut dire qu'il y aurait la phobie d'un islam visible, identifiable, ostensible? Alors effectivement, les manifestations de rejet se concentrent d'abord sur les manifestations de visibilité religieuse, les lieux de culte, des commerces halal, ou bien des femmes, essentiellement des femmes voilées, parce que quand on agresse, les agresseurs islamophobes sont pas non plus très très courageux, donc c'est plus les femmes qui sont visées par ces violences quand il y en a que les hommes. Mais donc il y a une focalisation bien sûr sur tout ce qui relève de la visibilité de l'islam, mais l'islamophobie vécue au quotidien, en termes de suspicion, de climat de suspicion, en termes d'expérience de discrimination, en termes de malaise, tout ceci est vécu beaucoup plus largement au-delà des personnes qui portent sur eux des marques d'islamité visibles. Nassira Ghenif-Soulamaz. Oui, alors tout d'abord, je tiens à aller dans le sens de ce que vous disiez sur l'importance de ce livre, en fait. Alors, pour l'avoir vu émerger d'une certaine manière, y compris dans nos activités communes universitaires, je pense qu'il marque un tournant dans à la fois la distillation d'un certain discours public qui consistait précisément non seulement à nier les faits qui se sont multipliés au cours des années 2000, hein, donc on a vraiment connu une décennie noire de ce point de vue-là en France, et d'autre part à nier l'énoncé à partir duquel ils étaient dénoncés, c'est-à-dire le terme d'islamophobie. Et là, je pense que vous faites un travail essentiel, salutaire, décisif, dans la mesure où vous reconstituez la généalogie de ce terme en l'inscrivant en fait dans une histoire longue de l'Europe qui ne commence pas effectivement au greffe. Un terme inventé en 1910 par un groupe d'orientalistes français. Tout à fait, et d'une certaine manière aussi, c'est une manière de le réinscrire dans le contexte français, dans la mesure où lui-même avait été altérisé, ce qui est très intéressant dans la manière de disqualifier un phénomène, c'est d'altériser. Certains intellectuels français, notamment Caroline Fourès, qui est dans votre livre, avait dit que ce terme avait été inventé et utilisé par les mollahs iraniens. Voilà. Donc il y a là effectivement un double mouvement qui est intéressant dans la mesure où vous en faites raison et vous fournissez les clés qui permettent de le dépasser. L'autre aspect qui me semble aussi important dans votre livre, c'est que vous travaillez aussi sur l'ensemble on pourrait dire, de la constellation raciste, et vous opérez une jonction assez inhabituelle entre antisémitisme et islamophobie, qui me semble là aussi tout à fait salutaire, parce qu'il y a eu une manière, dans le contexte de cette montée en puissance du problème musulman, d'expliquer que les derniers antisémites en France, c'était les musulmans, précisément. Or, là aussi, vous allez à l'encontre de cet allant de soi, de ce confort intellectuel et de cette manière de penser qui a été extrêmement dommageable en fait à la compréhension des phénomènes, à la manière dont ils ont des racines communes et où ils peuvent d'une certaine manière être compris ensemble. Ça, c'est un aspect qui est tout à fait central. Donc, mais ce que je voulais peut-être vous poser comme question, c'est quelle était votre intention en fait en vous attelant à ce travail qui est extrêmement fouillé, très méticuleux, qui ne fait l'économie d'aucune référence, avec notamment un recours à des travaux anglophones sur lesquels en général on jette la suspicion, pour des raisons sur lesquelles on ne reviendra pas, et des travaux hispanophones qui sont carrément traités par le mépris, inexistants dans la discussion, alors que ce sont il y a véritablement là une veine intellectuelle extrêmement féconde. Et en même temps, vous n'êtes pas pionnier, si je puis dire, puisque même, alors en France, on parlait des pays francophones ou hispanophones, en France, certains vous ont précédé, mais vous les citez, hein, vous citez Vincent Gesser, vous citez Raphaël Lioggier, alors enfin, Raphaël Lioggier c'est plus récent, puisque son mythe de l'islamisation date de cette année, ou de l'année dernière, mais voilà, vous n'êtes pas non plus pionnier, c'est pas le premier grand livre sur cette question, hein. Je pense qu'il a une vocation particulière qui est un tournant, de faire une somme.
de faire une somme de tous les travaux existants et de peut-être sortir effectivement de la polémique pour fournir des clés de lecture qui ne soient pas simplement un arsenal moral. C'est peut-être ça votre ambition politique. Constituer un objet de savoir dans un contexte polémique et sortir de la polémique. C'est ça l'enjeu, c'est un des objectifs de ce livre, c'est de dépassionner le débat et d'essayer d'avoir des clés d'interprétation à partir desquelles on peut vraiment avoir un véritable débat. Et donc, vous aurez remarqué que dès qu'il y a un débat sur la télévision, même à la radio, sur ces questions-là, il y a souvent des formes de disqualification personnelle, il y a souvent des attaques virulentes. Donc, impossibilité du débat. Je pense encore très récemment à un débat sur iTélé, à une tentative de débat sur iTélé où il y avait d'un côté Claude Askolovitch qui publie un livre dont on parle beaucoup en ce moment, qui va à peu près dans le même sens que vous, mais plutôt un livre de journaliste qu'un livre de sociologue, Nos mal-aimés sur les musulmans, face à Elisabeth Lévy. Il y avait deux autres invités qui ne pouvaient pas parler. C'était impossible de débattre. Donc c'est ça. Donc cette dimension hystérique, cette dimension passionnelle, on n'est pas les premiers à l'avoir souligné. Lorsqu'il y a eu l'affaire de 2003-2004, il y a eu plusieurs travaux, notamment le petit livre édité chez Amsterdam qui portait entre autres sur cette question. Donc en effet, on n'est pas pionnier. Du point de vue des recherches sur l'islamophobie, même dans l'utilisation du terme, puisque, donc, comme vous le rappeliez, Vincent Jasser avait publié La nouvelle islamophobie auparavant. Les journalistes comme Alain Grèche, à la fois universitaires journalistes comme Thomas Deltombe, etc., ont utilisé ce vocabulaire et avaient même ressorti la généalogie du terme islamophobie. Et donc l'ambition de ce livre, c'est véritablement de faire une synthèse des travaux anglophones, hispanophones. Malheureusement, on maîtrise pas l'allemand, donc du coup, il y a cette dimension-là qui disparaît du livre, et française, sachant que le point de départ en fait du livre, et c'est aussi du séminaire qu'on organise à l'EHESS, c'est qu'il n'existait pas d'espace dans le champ universitaire pour pouvoir discuter de cette question-là, un espace collectif. Donc le séminaire a commencé en 2011 et on a invité les gens qui ont déjà travaillé là-dessus, donc Nassira Guinif, Françoise Lorsery, etc. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que, donc avec les lectures, avec les discussions, avec les participants, les intervenants du séminaire, qu'il y avait matière à un livre, et donc c'est en ce sens-là que ça nous a paru pertinent. Et autre élément aussi qui a justifié le séminaire et le livre, c'est le décalage entre la profusion d'articles et de livres dans le monde anglophone et la faiblesse de la réflexion en France. C'est lorsque vous faites des systèmes d'alerte dans des revues académiques, soit en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, tous les mois, il y a une dizaine d'articles qui portent cette question-là. Donc c'était aussi ça, de présenter un peu l'état de la recherche dans le monde anglophone au public français pour essayer d'avancer. Parce que dépassionner le débat, ça signifie aussi construire un objet de recherche, et ça signifie lancer des enquêtes. Parce que une des grosses lacunes des travaux existants, c'est une focalisation sur les discours publics, discours médiatiques, et une faiblesse des enquêtes de terrain, notamment sur la question du vécu de l'islamophobie par les musulmans. Marouane Mohamed, est-ce que malgré tout, cette ambition, qui est une ambition sociologique, scientifique, et cette ambition de dépassionner le débat ne risque pas de se heurter à sa limite politique, dans la mesure où quand même dans votre livre, vous dites que l'islamophobie, c'est une nouvelle forme de racisme. Vous dites c'est un des avatars du refus de l'égalité, en d'autres termes le rejet de la part musulmane de la société française aujourd'hui, que du coup on pourrait presque penser que vous êtes vous-même victime du renversement, c'est-à-dire que vous-même, en dénonçant la part essentialiste de l'islamophobie, vous accréditez comme telle la thèse d'une essentialisation, puisque vous-même vous faites comme si le racisme anti-arabe des années 80, enfin de l'histoire française, pas des années 80, mais je pense à la marche anti-beurre, s'était transformé en un racisme anti-musulman, niant d'une certaine façon sa part arabe, c'est-à-dire la question raciale, comme si la question religieuse avait pris le dessus sur la question raciale. Donc vous-même, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, est-ce que ça risque pas de se heurter à ça? J'ai très bien compris. Non, notre point de vue, c'est d'essayer de comprendre, et on a tenté de démontrer comment les choses s'articulaient.
de fait, quand vous regardez les discours publics, il était focalisé sur un discours anti-maghrébin, anti-arabe jusqu'à fin des années 80, pour aller très vite et schématiquement, et puis on a vu progressivement la construction du problème, en tout cas la manière de traiter et de regarder les minorités postcoloniales, notamment issues du Maghreb, plus largement de toute l'Afrique, à travers un signe et à travers la question religieuse, la question de l'islam. Donc on étudie cette transition, elle est facilement repérable. Par contre, ça ne veut pas dire que l'on efface la question raciale. On essaye, et c'est ce qu'on présente, de montrer comment les choses ont été articulées, y compris en termes de mesures, c'est pas facile, y compris en termes d'expérience, c'est pas toujours évident, et y compris en termes de discours. Ce que je voudrais quand même rappeler, c'est que, y compris au Moyen-Âge, y compris à la période des Lumières, quand on parlait à l'époque du Maure, du Turc ou de l'Ottoman, il y a toujours eu cette articulation entre le racial et le religieux, durant la période coloniale, il y a toujours eu cette articulation entre le racial et religieux. Abdelali rappelait tout à l'heure, par rapport à la commission Marcelon, à quel point la question de l'intégration, c'est-à-dire en fait une pensée de l'assimilation, elle était conditionnée quelque part à l'abandon d'une pratique ou en tout cas d'un attachement fort à la religion. Donc c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire de notre histoire et de l'histoire du groupe majoritaire avec ses minorités, sauf que aujourd'hui les termes du débat se sont modifiés. Mais pour aller plus loin encore, la grande difficulté quand on travaille sur l'islamophobie ou de manière générale sur le racisme, c'est d'articuler non pas seulement la race et la religion, c'est d'articuler la race, la religion, le sexe et la classe. Parce que pour nous, c'est quelque chose qui est central. L'islamophobie à avoir quelque chose avec le racisme de classe. Alors il faut quand même que je me fasse l'avocat du diable, c'est bien pour ça que je vous titille d'une certaine façon l'un et l'autre pour essayer de reformuler clairement les choses. À partir du moment où vous fondez votre analyse sur un terme qui est un terme plein de confusion, puisque c'est un mot qui dit à la fois la critique de la religion, voire de l'intégrisme, c'était la position de Caroline Forest par exemple, et le racisme anti-musulman, et que de l'autre côté vous dites que c'est à la fois l'islamophobie comme une forme nouvelle de racisme, mais qu'on peut être raciste, qu'on peut être antiraciste et islamophobe. Comment arriver à tenir tous ces bouts-là à la fois, Marwan? Mais parce que l'islamophobie ne repose pas seulement sur une lecture raciale, nationale ou xénophobe des populations minoritaires. Elle repose, l'islamophobie aujourd'hui, essentiellement sur un discours progressiste. En tout cas, elle est articulée avec un discours qui se veut progressiste. C'est pour ça que c'est difficile quand on est progressiste d'entendre qu'on est raciste. Exactement, et c'est toute la difficulté est là. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les extrêmes droites de manière générale en Europe, elles ont quasiment toutes intégré dans leur logiciel idéologique cette rhétorique progressiste. Regardez Marine Le Pen et le Front National en France, c'est un très bon exemple. Aujourd'hui, le Front National, malgré un électorat catho-intégriste très important au sein de ce parti, défend mordicus la laïcité. Il y a même des gens comme Elisabeth Badinter pour dire que Marine Le Pen est une des dernières personnes, voire la seule, à défendre la laïcité aujourd'hui. On marche sur la tête un petit peu. Nassira Ghani. Oui, peut-être pour continuer dans cette veine, moi je pense qu'il y a des éléments qu'il faut parvenir à réarticuler qui ont à voir effectivement avec la question de savoir comment est-ce que des personnes qui se disent féministes, par exemple, peuvent admettre l'idée qu'elles seraient islamophobes. Et ça, c'est effectivement ce qui a couru tout au long de la décennie passée, c'était cette impossibilité. En se focalisant sur la question du voile. Exactement, et le caractère insurmontable et insupportable, y compris existentiellement, pour beaucoup de militantes et de militants, de considérer qu'en fait, ils avaient basculé du côté du racisme. Donc ça, c'est un élément tout à fait central de l'analyse que vous faites, c'est-à-dire de leur fournir les clés. Alors évidemment, ils vont peut-être pas aller les voir de très près. En quoi est-ce que c'est effectivement un air du temps, finalement, qui a fini par être extrêmement diffus, qui s'est complètement métabolisé et qui fait que tout le monde est aujourd'hui susceptible à la fois d'être raciste et en fait d'activer l'islamophobie parce que c'est sans doute la forme du racisme la plus facile à activer. C'est notamment ce que vous expliquez sur le fait que aujourd'hui être antisémite c'est quand même un peu délicat, mais par contre être islamophobe on peut vraiment s'en donner à cœur joie et se lâcher complètement. Ça c'est un premier aspect. Mais l'autre qui me semble essentiel,
c'est une question que je formulerai en termes de chercheurs minoritaires. C'est-à-dire qu'il y a aussi une autre question qui se pose, c'est comment se fait-il que rien n'ait été étudié de manière aussi systématique sur cette question-là, alors qu'elle était localisable, y compris dans des enquêtes empiriques depuis très longtemps. Donc il y a une question, je formulerai sous la thématique de la pensée blanche, c'est-à-dire une pensée qui en fait renonce à l'hégémonie de la pensée blanche, qui en quelque sorte aboutit à une autre configuration y compris du monde scientifique français, hein, ce mépris à l'égard notamment de toutes les études du féminisme noir ou Chicano aux États-Unis, qui lui en fait fournirait des clés pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui en France. C'est une manière aussi de repenser, et moi il me semble que vous fournissez des éléments là-dessus, même si vous n'en êtes pas forcément d'accord, pour imaginer un autre espace de la pensée et un autre espace intellectuel français qui renoncerait en quelque sorte à sa bonne conscience et à sa position morale. Qui veut répondre? Abdelali Hajat. Donc c'est clair que le fait que ce soit Marwan Mohamed et Abdelali Hajat qui organisent ce séminaire et publient ce livre, ça a un sens dans la mesure où nous-mêmes sommes des transfuges de classe, on vit dans les quartiers populaires, on étudie cette histoire, on est en contact avec la population musulmane, donc du coup le décalage dans notre expérience vécue et les formes de théorisation existantes nous a frappé aussi. Donc et tout savoir, comme disent les féministes, c'est un savoir situé. Donc là, je suis complètement d'accord. En même temps, on peut vous soupçonner de partialité. Du coup, c'est voilà. pas toujours évident. C'est le deuxième. Précisément par vos noms. C'est le deuxième élément. C'est que le fait qu'on soit des chercheurs minoritaires peut nous donner une position nous permettant de voir des choses que d'autres ne voient pas, ou c'est un fait avéré, mais on rentre complètement dans une perspective de méthode de sciences sociales. Donc nous, on ne souhaite pas avoir une discussion en termes de disqualification des noms, mais on souhaite avoir une discussion à partir des faits et de la manière d'analyser les faits. Et donc c'est une discussion à partir des règles de la méthode sociologique. C'est pas un essai. Ce n'est pas un livre à thèse, comme l'a écrit Le Monde dans son site d'aujourd'hui. C'est un livre à une prétention scientifique et donc qui est réfutable à partir d'autres faits et d'autres catégories. Frédéric. Oui, sur le titre de votre livre, on a disserté sur le mot islamophobie. Moi, c'est le mot élite qui m'a attiré. Vous avez répondu partiellement en parlant d'une forme de racisme de classe. Votre livre fait écho à un autre livre de Nadia Marzouki, L'islam, une religion américaine, qui évoque la montée de l'islamophobie aux États-Unis, avec souvent des discours progressistes, etc., etc. Pour autant, il n'y a pas de problème de classe, puisqu'aux États-Unis, les musulmans appartiennent plutôt à la classe moyenne, voire la classe moyenne privilégiée. Donc il n'y aurait pas autre chose qu'un problème de classe entre, pour faire très 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 simple, l'Occident et l'islam? Marwan Mohamed. Dans le titre, il y a les élites françaises. On s'inscrit dans un contexte français. Il faut lire entièrement les sous-titres. Quand même, non, mais c'est quand même une distinction qui est importante, parce que on n'a pas la prétention d'expliquer l'islamophobie telle qu'on déroule notre raisonnement là, dans tous les pays. Et le contrepoint américain est intéressant. Alors pour rester sur la France, oui, pour rester sur la France, pardon, dans ce cas, pour vous, ça vient d'abord d'en haut? Le mal vient d'en haut? Il nous semble, ce qu'on dit dans l'introduction, c'est que le cadre d'analyse qui est proposé par Norbert Elias, la relation entre établis et marginaux, peut s'appliquer très bien pour ce qui concerne les musulmans en France, qui sont majoritairement membres des classes populaires. Donc l'idée, c'est que plus des marginaux s'élèvent socialement, plus ils commencent à concurrencer les places des majoritaires. Et c'est à ce moment-là que il appelle ça le ressentiment dans son livre, donc Norbert Elias par lui-même, que les formes de rejet sont les plus fortes. Il dit que c'est quand les subalternes restent dans leur position subalterne, chacun à sa place, il n'y a pas de problème. Il y a un problème dès lors qu'il y a des formes de concurrence dans de positions rares. Et en l'occurrence, la société française est marquée par la position d'immigration postcoloniale de la société française est marquée par un double phénomène. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté des formes soit de reproduction dans la classe populaire, soit des formes de déclassement, donc on passe d'ouvriers à précaires, donc tout le mouvement de précariat. Mais il y a aussi un mouvement d'ascension sociale chez une partie des minorités des enfants d'immigrés postcoloniaux qui concurrencent les majoritaires.
Et c'est en ce sens-là que nous on interprète cette forme d'hostilité quasiment viscérale. C'est que bon, pour dire les choses rapidement, c'est une lutte des places. C'est aussi ça qui est en jeu dans des formes de rejet. Et par rapport à d'autres contextes historiques, donc on propose une définition qui est assez savante de l'islamophobie, qui a prétention à pouvoir s'appliquer à d'autres domaines, mais on souligne aussi que la spécificité du contexte français, c'est que donc les caractéristiques des minorités musulmanes en France, ce sont des gens issus des classes populaires, et l'enjeu central, à la fois pour l'islamophobie mais comme pour l'antisémitisme, c'est la question de ce qu'on appelle la légitimité présentielle. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un discours très très vague sur la religion, etc. L'enjeu, c'est est-ce qu'on va expulser, est-ce qu'on va exclure. On se pose pas la question lorsqu'il y a des intégristes catholiques qui font des prières dans les rues, qui investissent les rues, qui a des discours homophobes, etc. On va pas se demander est-ce qu'on va les expulser. En même temps, souvent les athées qui critiquent le catholicisme sont présentés comme des progressistes, alors que justement les athées qui critiquent l'islam sont vite considérés comme des islamophobes. On revient à cette question qui est compliquée, Marois de Mohamed. Mais sur ça, il faudrait pas qu'il y ait d'ambiguïté. Notre définition exclut toute critique argumentée, raisonnée, parce qu'une critique, si elle n'est pas argumentée, c'est pas une critique, des dogmes. Je veux dire, la question n'est pas là. La question, c'est le processus de réduction de l'autre à une essence religieuse, c'est un traitement qui est différentiel, c'est la relation établie marginaux, et c'est les enjeux de légitimité qui sont centraux de notre point de vue. Mais je voudrais quand même souligner que il faut bien distinguer le mot et l'usage du mot. Et c'est quelque chose qui est fondamental. Et c'est ce que vous faites beaucoup. Et c'est quelque chose vraiment qui est important. Il y aura toujours des personnes pour instrumentaliser à telle ou telle fin un terme pour avec des finalités politiques qui sont pas acceptables. Pascal Boniface et Edgar Morin ont été traités d'antisémites parce qu'ils avaient critiqué la politique israélienne. Est-ce qu'on va se débarrasser du mot antisémitisme? Bien sûr que non, malgré toutes ses limites, avec le terme d'islamophobie. Il a ses propres limites, il est instrumentalisable, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de sens. France Culture, la grande table.